j'ai oublié de vous dire, vu que je voyais que Madame Freud demandait des questions, moi, ce qu'on fait ici, comme c'est filmé, comme cette session est filmée, je prends les questions sur la fin, et pour éviter à des gens d'apparaître à la caméra ou d'être gênés par la caméra, je propose de les envoyer par SMS sur ce téléphone-là. Et donc, le numéro qui est indiqué ici vous permet d'envoyer vos questions, et je vous promets de les prendre toutes une par une, et si je ne suis pas compétent, je vous dirai que je ne suis pas compétent, j'ai aucun problème à vous le dire. J'arrive au virage vraiment important. Tout ça, n'était que finalement l'introduction à ces questions-là. Qu'est-ce que c'est que les questions de sexe, de genre et de préférence sexuelle? Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une sorte de petit triangle, si vous voulez, pour vous montrer qu'en fait les questions sont complètement différentes selon le sujet qu'on prend. Et ce triangle-là, donc j'ai fait avec 3 versants, vous voyez, genre ici, préférence sexuelle là, et sexe biologique ici, ou sexuation. Je préfère appeler ça sexuation. Et donc j'en ai fait un tout petit ici, et lui va nous accompagner en bas à droite de chacune des diapos. Alors les préférences sexuelles, qu'est-ce que c'est? Ce sont les goûts que vous développez ou que je développe moi dans ma recherche de partenaires sexuels. Alors maintenant, vous le savez, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, que c'est plus guidé hormonalement, d'accord? Et que de toute façon, les gènes ne créent pas des comportements, ça vous le savez, je pense, mais des prédispositions, et qui sont facilement tempérées, voire complètement modulées, voire complètement balayées par le contexte. Donc le contexte est extrêmement important dans la construction de ces préférences sexuelles. Maintenant, comme vous le savez aussi, on a un comportement qui est plutôt culturel érotique plutôt que reproducteur. Donc chacun cherche son compte et c'est cool, il n'y a pas de règle en fait. Donc c'est très bien en fait, vous pouvez chercher votre compte comme vous l'entendez. Alors dans Kinsey, je vous parlais de Kinsey a essayé de faire une sorte de taxonomie des préférences sexuelles. Alors vous pouvez sentir qu'il y a un ordre. Vous pouvez sentir qu'il y a un ordre préféré. Vous pouvez sentir que déjà le premier, c'est celui qui sert de base, ce qu'on pourrait appeler les gens qui sont, ce que parfois maintenant on appelle encore les gens straight, c'est-à-dire des gens qui sont un peu dans le rôle qui est dévolu à leur sexe, si vous voulez, c'est-à-dire être hétérosexuel, d'accord? Et donc il a une grille comme ça que j'appelais une grille primitive, exclusivement hétéro, prédominance hétéro, expérience homosexuelle, prédominance hétéro, occasionnellement homosexuel, bisexuel sans préférence, prédominance nanana, et exclusivement homosexuel. Vous voyez, ça va, c'est une sorte de continuum qui va jusque-là. Bon, ça c'est les années 50, quoi. Et évidemment, ça s'est complexifié depuis, et donc on garde généralement le terme d'hétérosexuel ou straight pour indiquer, on sent toujours cette norme, si vous voulez, hein, hétérocentré à l'intérieur de ce genre de mots. Homosexuel, gay, lesbienne, là la catégorie pose quand même un problème qu'avait déjà sous-tendu Kinsey, c'est qu'on est face à un paradoxe qu'on appelle, ce que les vieux Grecs parlaient de paradoxe sorite. Je ne sais pas si vous connaissez ce terme-là, je le réutiliserai plusieurs fois dans les cours qui viennent. Paradoxe sorite, c'est le paradoxe du tas. Soros en grec, c'est le tas. C'est-à-dire que, est-ce que 3 grains de sable font un tas? Posait, je ne sais plus quel philosophe, et l'autre il lui dit bah non, il dit bah alors et si j'en mets un 4e grain, est-ce que ça fait un tas? Bah, l'autre dit bah non plus, et 5, bah je sais pas, et puis en fait à partir de combien de grains peut-on estimer qu'on a affaire à un tas? En fait cette question est insoluble, ça veut dire qu'en fait la notion de tas elle est fuyante, voyez. Et là on a un peu le même problème, c'est-à-dire qu'à partir de quand est-on homosexuel? Si vous êtes comme moi, tendance hétérosexuelle plutôt très prononcée, et que vous avez un rapport sexuel avec une fois avec un garçon, puis que ça vous plaît pas, bon, et ben, vous êtes déjà homosexuel ou pas suffisamment pour être classé dedans. Si vous avez un rapport orogénital avec un garçon, mais est-ce que non, 2 fois, 3 fois, à partir de quand on est considéré? Vous voyez, en fait, on se rend compte qu'en faisant ça, que la catégorie dans laquelle on classe les gens, ben en fait, elle va figer un état qui peut être fluctuant dans le cours d'une vie. Par exemple, vous pouvez très bien être homosexuel de 1 an, 2 ans après changer de goût, revenir à autre chose et entretenir des rapports avec différentes personnes. Bref, en fait, c'est des catégories qui figent, si vous voulez. Et ça, c'est un des problèmes qui est gravement soulevé par la 3e vague féministe en ce moment. Voilà. Alors après, vous avez ce qu'on appelle bisexuel, c'est un peu évident pour vous, asexuel, ceux qui n'ont pas envie d'avoir de relations avec d'autres, les pansexuels, il y a quelques personnes d'ailleurs comme Miley Cyrus qui font des déclarations là-dessus, disant qu'en fait, ce que je pense être, à mon avis, mais c'est mon avis, hein, ce que je pense être l'avenir, c'est-à-dire la pansexualité, c'est-à-dire le goût d'avoir des rapports sexuels éventuels avec personnes consentantes, bien évidemment, peu importe leur sexe et peu importe, on va voir tout à l'heure ce que ça veut dire, le genre, quoi. En fait, on n'est pas regardant ni sur le sexe ni sur le genre, et en fait, tout individu en face de nous peut être potentiellement un partenaire, et puis voilà, quoi. Et à mon avis, on arrivera à ça dans 1000 ans.
Mais il y a déjà des gens qui anticipent un peu ça. Il y a les demi-sexuels, il y a des fétichistes, il y a même des gens qui entretiennent des histoires avec des poupées en latex. J'en reparlerai au cours numéro 12. Et ça pose pas mal de questions. Des poupées latex, je vous en ai mis une qui n'est pas trop sordide, mais il y en a des bien pires que ça. Hein. Et puis il y a la voraréphilie, je vous en reparlerai aussi, c'est le fait de manger son partenaire. Et il y a plusieurs cas comme ça. Un partenaire consentant, je vous parle que de trucs consentants. Si c'est pas consentant, on est carrément hors la loi, quoi. Mais je vous parle de cas. Puis il y a l'hémétophilie, manger le vomi de l'autre. Il y a plein de trucs différents. Il y a plein de trucs. Mais il y a toute une classification moderne qui est assez stupéfiante. Bref, tant que vous êtes avec des partenaires consentants, libre à vous. Il n'y a pas de. Les seuls interdits que vous rencontrerez, c'est les lois de chaque pays. Et sachez qu'il y a des pays où le fait d'être homosexuel peut vous valoir la peine de mort. Et il y en a quand même un petit paquet encore en 2017. La sexuation. Le modèle primitif, c'est homme-femme. J'appelle primitif, hein, pour dire que c'est vraiment ancien. C'est ça, quoi. C'est Adam et Ève, quoi, qui nous ont placés, qui nous ont... Voilà, avec la petite feuille de... On dirait presque une feuille de cannabis, même, d'ailleurs. Je sais pas comment ça tient sur le garçon, d'ailleurs. Comment ça couvre... bon, c'est bizarre. Et on voit que c'est assez moderne pour la nana. On lui a fait des petits soutiens-gorge aussi, avec des petites feuilles. C'est marrant. Bref, et tout ça pour vous dire que maintenant, on considère ça plutôt comme un continuum. Et pour des raisons qui sont peut-être un peu claires maintenant, parce qu'on commence à en parler dans les médias, c'est que la sexuation XX, bon, elle est assez simple. La sexuation XY, elle est assez simple. Et puis, il y a des intersexuations. Il y a des gens qui sont intersexes. Il y a des gens qui ont ce qu'on appelait des anomalies. Sous-entendu, il y a une normalité, puis il y a des anomalies, vous voyez, ou une ambiguïté, qui est un mot un peu plus doux là-dessus. Et on considère qu'il y a à peu près une personne sur 2000 qui est intersexe. Il est assez probable que parmi vous, ou moi peut-être, il y ait quelqu'un qui soit, ou quelqu'une qui soit intersexe, quoi. Quelqu'un qui soit dans une situation intermédiaire. Et il y a plein de formes d'intermédiaires. Je ne vous les cite pas toutes, je ne les connais même pas toutes par cœur. Il y en a qui sont connus comme le syndrome de Turner-Albright, mais il y a 48XXXY, il y a des gens qui... Tout est possible, tout a été possible. Alors des fois, c'est pas viable, c'est-à-dire que la personne qui est comme ça meurt, et puis des fois c'est viable, et des fois la personne se rend compte de son intersexuation que très tard, qu'au moment de constater qu'elle n'est pas fertile ou qu'elle n'arrive pas à se reproduire, quoi. Il y a des gens qui peuvent passer une vie entière en étant intersexes sans qu'ils s'en rendent compte s'ils n'ont pas cherché à se reproduire. Voilà, il y a des gens qui ont des mutations du gène SRI qui est censé être le porteur de l'information dite masculine, etc. Puis ça, c'est la partie génétique. Après, vous avez, sur la partie phénotypique, c'est-à-dire sur les organes en tant que tels, vous avez des gens qui ont des différenciations qui ne sont pas claires entre un vagin, une invagination, quoi, et de l'autre côté, un pénis et des testicules. Et comme de toute façon, c'est le même complexe qui évolue, en fait, on s'imagine bien qu'il y aura des formes intermédiaires qui peuvent parfois arriver. Mais autant vous dire que ce n'est pas très joyeux dans une société qui classe le monde en deux, de se retrouver dans une catégorie qui, en fait, ne rentre dans rien. Et en fait, la société, les sociétés, on va dire, ont trouvé une solution qui était assez dramatique. C'est de réassigner de force le bébé qui naît et qui a une ambiguïté phénotypique, quoi. Donc on réassignait, c'est-à-dire qu'on faisait une opération sans son consentement et on l'orientait soit vers garçon, soit vers fille, pour qu'il rentre dans une des cases, quoi. Alors oui, bon, je ne vous parle pas des castrations volontaires ou de certaines sectes qui faisaient ça, mais puis il y a des cas, bon, voilà, vous documenterez les Hijras en Inde, c'est une histoire qui est intéressante, mais ça serait trop long de vous raconter ça. Puis il y a les gonades, les ovaires, les testicules, évidemment. Vous avez encore là des intermédiaires aussi qui sont possibles. Ce qui fait qu'en fait, la notion de sexuation, elle est potentiellement ambiguë. Les rares fois où on en parle dans les médias, c'est quand ça pose problème pour un phénomène culturel qui est assez connexe, qui est celui du sport, où vous avez parfois des personnages qui rentrent, parce qu'on les fait rentrer dans une catégorie homme-femme. Maintenant, on ne fait plus des catégories noir-blanc. J'aime bien me servir de cette catégorie noir-blanc pour montrer que maintenant, vu qu'on a un peu avancé sur ces questions de noir-blanc,
c'est des catégories qui sont un peu moins opératoires pour nous. On imaginerait mal, malgré ce que Coubertin aurait souhaité, faire des Jeux Olympiques pour noirs et des Jeux Olympiques pour blancs. Tout le monde trouverait ça complètement fou. Et on se rend compte quand même que maintenant, il y a des catégories femmes-hommes en sport qui se maintiennent, quoi, qui continuent, même dans des disciplines où les compétences ne présumeraient pas que la sexuation aurait un impact, quoi, comme le tir à la carabine, des trucs comme ça. Bon, bref, c'est sexué, le sport, mais il y a des individus qui sont intersexes et qui ne rentrent pas dans ces clous-là. Et pensez à Carsten Semeya qui gagnait les 800 mètres, je ne sais pas si vous vous rappelez d'elle. Tout le monde a mis sur la table, dans tous les médias du monde, le fait qu'elle était intersexe. Elle a presque appris ça en même temps que les médias, quoi. Et autant vous dire les dégâts sociaux que ça a entraîné pour elle. Alors on a invalidé ses médailles parce qu'elle était intersexe, mais c'est pas sa faute, voyez. Et c'est là qu'on se rend compte qu'en fait ces catégories sont quand même fortement normatives, mais c'est pas le seul cas, hein, comme ça. Au niveau des hormones, je rentre pas dans l'hyperplasie congénitale des surrénales, qui est un truc assez fréquent et qui peut un peu se corriger si on le souhaite. Mais pourquoi le souhaiterait-on? En fait, on souhaite souvent se réassigner, si vous voulez, où les parents souhaitent réassigner leur enfant parce qu'ils disent « Mon Dieu, mais si mon enfant il rentre pas dans les clous, s'il rentre pas dans les deux petites catégories, les deux petites boîtes là, qu'est-ce qu'on va en faire ?» C'est là où j'aurai des bonnes nouvelles pour la fin, si vous voulez. J'ai quelques petites nouvelles à vous annoncer là-dessus. Prenons un exemple là. J'ai mis un fœtus XX, vous voyez, a priori qui va avoir un phénotype de type féminin et qui reçoit trop de testostérone parce qu'il a une hyperplasie congénitale des surrénales, hop, il va être XX et avoir un phénotype masculin. Alors, il pourrait être heureux comme ça, ou elle pourrait être heureuse comme ça, mais en fait, c'est la société qui va la faire chier. Vous voyez, c'est ça qui est tragique. C'est pas à eux de s'adapter à la société, c'est à la société qui... Vous savez, des fois on dit qu'une société se juge à la façon dont elle traite les gens qui sont minoritaires ou qui ont le moins de droits ou qui sont la femme noire, unijambiste, aveugle, paraplégique. Et comment on traite ces gens-là en fait? Et c'est comme ça qu'on peut mesurer. C'est pas comment elle traite l'homme blanc, bourgeois, catégorie sociale professionnelle supérieure, etc. Quoi, vous voyez, c'est comment on traite ces petits et ces faibles et les plus vulnérables d'entre nous. Et les gens qui sont intersexes sont relativement vulnérables parce que, autant vous dire qu'à l'école, si ça se sait, l'enfant passe un mauvais quart d'heure, enfin passe un mauvais semestre, plus qu'un semestre même. Ça peut être absolument terrible. Donc j'ai mis quelques exemples que vous pourrez relire. Il y a des cas qui sont stupéfiants. C'est stupéfiant parce qu'on ne s'attend pas à une telle variété en fait. Et quand on le sait, ben, on se dit, tiens, c'est quand même, j'ai dû en croiser quelques-uns des gens comme ça. Je connais qu'une personne, moi, qui m'ait dit être intersexe et qu'il vivait plutôt bien, mais ça avait été dur le rapport à la société avait été dur. J'ai connu des gens qui étaient trans, mais ce n'est pas du tout le même problème, on en parlera après. Hein. Donc j'ai mis quelques exemples comme ça que vous pourrez méditer. Avec des gens qui ont des utérus, un utérus et des testicules. Toutes les combinaisons pratiquement sont possibles. Que fait-on quand il y a une sexuation ambiguë? Je vous l'ai dit, hein, généralement, on réassigne à la naissance. En termes de droits humains, c'est pas terrible. Je vous ai pris un extrait d'un témoignage d'une dame. Voilà, dame, monsieur, voyez, même notre jargon, notre vocabulaire ne permet pas de parler d'un troisième type, voyez, d'un troisième genre, quoi, d'un troisième type, parce que le genre, genre c'est autre chose, on va y venir après. Et là, je vous montre cette personne qui souffre. Melissa Cole a 34 ans. À l'âge de 4 ans, elle a été excisée. Quand j'étais jeune, je n'avais personne à qui en parler, ni les médecins, ni les enseignants, ni mes amis. J'avais trop peur de leur en parler, j'avais peur qu'ils pensent que j'étais différente ou qu'ils soient désagréables avec moi. On n'en parlait pas non plus en famille. C'était difficile de grandir en ne sachant pas ce qui se passait. En sachant qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas vraiment, une chose me concernant, en quoi j'étais différente, mais je ne savais pas de quoi il s'agissait et je n'ai jamais pu obtenir de réponse. Quand je suis née, j'avais des organes génitaux ambigus. Mon clitoris était hypertrophié. Mes lèvres étaient soudées de sorte qu'on ne voyait pas l'ouverture du vagin. J'avais l'air un peu masculine ou ambiguë. Puis les résultats des tests effectués par les médecins ont montré que j'avais bien des chromosomes féminins XX, que les ovaires et l'utérus étaient bien là. Mais à cause du clitoris hypertrophié et des problèmes que j'aurais rencontrés à la puberté lorsque j'aurais des menstruations, ils ont décidé de m'opérer très tôt. Également pour que la famille accepte mieux le fait que j'étais une petite fille.
On a donc procédé à une clitoridectomie. Il s'agit de l'ablation complète de la partie externe du clitoris, des nerfs, des glandes et d'une partie des tissus érectiles qui me donnaient une apparence ambiguë, ni masculine ni féminine. C'était pour me donner une apparence plus féminine, alors que j'étais bien une fille. Mais en fait, il s'agissait de me rendre conforme aux yeux de la société. C'était un choix entièrement esthétique et non fonctionnel ou autre. Ça n'était pas nécessaire sur le plan médical. Avant l'opération, je ne souffrais pas du tout. Le clitoris hypertrophié ne me dérangeait pas. Il n'était pas si terrible et on ne le remarquait pas tant que ça. Après, j'ai horriblement souffert. Ça m'a laissé un tas de cicatrices. Et quand je demandais au docteur ce que l'on m'avait fait, je n'ai jamais pu obtenir d'autre réponse que « Tu es encore trop petite, tu n'as pas besoin de le savoir ». Je n'ai pas choisi de me faire enlever le clitoris. Ça m'a causé beaucoup de chagrin, beaucoup de douleur et de stress émotionnel. Et j'aimerais bien qu'on me remette ce qu'on m'a enlevé sans mon consentement. Les cas comme ça sont nombreux, hein, vraiment très nombreux. En 2006, première reconnaissance officielle par la Commission des droits humains de San Francisco du fait que les opérations sur des bébés intersexués sont des atteintes à leurs droits fondamentaux. Ça, c'est cool. 2006, recensement national australien. Lui, il autorise les personnes intersexuées qui le désirent à s'identifier en tant que personnes androgynes. Vous voyez, alors, androgyne, ça veut dire, en fait, on crée... Alors, ça ne résout pas le problème, parce qu'en fait, on va créer homme, femme, et puis quoi, mettons X au milieu, quoi. Mais il y a différentes formes de X. Alors, vous verrez que moi, je défends peut-être l'idée que, plutôt que de créer des nouvelles cases, peut-être il suffirait d'enlever les deux premières cases, en fait. Mais c'est une hypothèse que je défendrai tout à l'heure. En 2010, le Caster Semenya, l'Association internationale des fédérations d'athlètes, annonce que l'athlète Semenya, championne du monde là, en 2009, est nouveau autorisée à concourir sur les compétitions féminines, mais contrainte de suivre un traitement pour faire baisser son niveau naturel de testostérone. Elle n'est pas assez femme pour être dans la bonne catégorie, alors il faut qu'on supplée à ça pour qu'elle re-rentre dans une des catégories, si vous voulez. Et en 2013, l'Allemagne autorise la déclaration indéterminée pour le sexe des nouveau-nés à l'état civil. Et en France, en 2015, il y a un jugement à Tours, en Touraine, tribunal de grande instance de Tours, qui permet à une personne intersexuée d'obtenir que la mention sexe neutre soit indiquée sur son état civil. Mais vous voyez, c'est encore le mot neutre, quoi. C'est comme... moi, je trouve que c'est pas satisfaisant. C'est déjà un début qu'on reconnaît ces gens, mais je trouve pas ça très satisfaisant sur le plan intellectuel. Il y a un très bon film de 2007 de Puenzo qui s'appelle XXY, que je vous recommande chaudement. C'est très très beau, très très impressionnant à regarder, c'est absolument génial. Regardez ça, c'est très très fort. C'était la petite pub. Alors maintenant, j'aborde ce qu'on a déjà un petit peu abordé ensemble, c'est ce qu'on appelle les schèmes de pensée qui sont intuitifs. Je vous ai parlé de ça pour la pensée magique dans les cours précédents, je vous ai parlé de ça dans d'autres situations, mais je vous ai donné aussi l'exemple de, vous savez, je vous ai parlé de cette vidéo où on voyait un mec aux Jeux Olympiques, un Guinéen équatorien qui nage et qui se noie à moitié, puis tout le monde se moque de lui. Je vous ai raconté cette histoire que je vous ai racontée qui s'est passée en prison. Enfin, moi j'étais en prison, je faisais cours en prison, et un public de gens qui étaient en face de moi, dont beaucoup étaient noirs, m'ont dit « Ah mais c'est sûr, il nage pas bien, mais c'est normal, les noirs ont quelque chose dans la peau qui fait qu'ils coulent. » Voyez, ils ont fait exactement un raisonnement qui est assez intuitif chez les gens. C'est un schème rapide, c'est une façon rapide de procéder. En fait, on se dit, c'est dans la nature des individus d'être comme ceci ou d'être comme cela. Le schème naturaliste, on va dire, ou le schème essentialiste, c'est parfois comme ça qu'on le dit, donne l'impression d'expliquer assez facilement qu'il est dans la nature de tel groupe humain d'être comme ceci ou d'être comme cela, et ça explique pourquoi certains sont disposés à être plutôt comme ça qu'autrement, quoi. Mais l'analyse scientifique, socio-économique, je le redis pour les copines ou les copains de l'ETC droit, égalité femmes-hommes, je le redis parce que je vous ai donné la fin, c'est qu'en fait, on sait en fait pourquoi les Africains noirs en majorité sont moins bons en natation que n'importe qui dans le monde. C'est juste la proportion de piscines à disposition, notamment de piscines publiques, qui joue, quoi. C'est l'accès à ces lieux d'entraînement qui manque. C'est pour les mêmes raisons qu'il y a très peu de skieurs alpins très très bons qui viennent d'Afrique, quoi.
Parce qu'à part sur le Kilimandjaro, et encore il doit rester 3 flocons de neige, c'est quand même assez compliqué de devenir bon. Et vous voyez, on a tendance à perdre de vue le fameux rasoir d'Occam et la parcimonie des hypothèses. Renvoie au cours numéro 2 et 3 et 4 là-dessus, hein, sur le rasoir d'Occam. L'analyse scientifique socio-politico-économique explique bien le mécanisme, mais nous, dans notre cerveau, on a tendance à partir vers une essence que c'est beaucoup plus satisfaisant. C'est facile, quoi. Vous voyez ? C'est l'erreur que font beaucoup de gens sur les juifs, par exemple. C'est l'erreur que beaucoup de gens font sur les arabes, entre guillemets. Les deux catégories en question méritent, elles aussi, d'être désengoncées, parce qu'elles recouvrent tellement de réalités différentes que déjà, elles ne veulent pas dire grand-chose. Mais en plus, on dit, ah, vous voyez, les juifs sont riches, les arabes sont voleurs de mobylettes, mais ils ont ça dans le sang, des trucs comme ça, quoi. On aime ça, et la pensée raciste se nourrit de ce genre de stéréotypes-là. Pensez au rasoir d'Occam, les analyses socio-éco-politiques servent à ça. Alors, les Noirs états-uniens bons en sprint ou en boxe, c'est pareil. On dit, ah, comment il se fait qu'ils sont si forts? Est-ce qu'ils n'auraient pas des fibres particulières qui font qu'ils courent super vite, etc. Usain Bolt, etc. Le schéma rapide de pensée, c'est ça. Hein. On se dit, bon voilà, ils sont prédisposés à ça, de toute façon, ils courent vite, et généralement, se greffent à ça des stéréotypes coloniaux, comme on les aime bien, là, ou comme Sarkozy les aime bien dans certains discours. Je mets Sarkozy parce qu'il a fait un discours que je vous montrerai au cours numéro 10, qui est absolument stupéfiant comme ça. C'est genre, de toute façon, ils sont habitués à courir vite, parce qu'ils étaient dans la savane avant, alors, de toute façon, et puis, ils sont costauds, ils ont des grosses cuisses qui dansent bien, enfin, bon, tous les vieux trucs, quoi. Quand un sociologue travaille bien, comme l'a fait Loïc Vacan, il regarde et il se rend compte que pourquoi ils sont si bons en boxe, par exemple, ils sont surreprésentés en boxe, c'est des sports peu coûteux, en fait. Les sports qui sont coûteux en voile, il faut un voilier, quoi. Vous voyez, en boxe, il faut juste 2 pauvres gants qu'on peut vous prêter, et puis 4 cordes pour faire un ring, quoi. Et après, il y a des processus un peu plus compliqués d'acculturation et tout. Mais pareil pour le basket, quoi. Il faut juste 2 anneaux, hein, et un gros ballon, quoi. C'est tout. Hein. Il ne faut pas un grand terrain tout vert pour faire du rugby. C'est plus la même chose, quoi. Alors prenez la même chose, cette dénonciation-là du schème essentialiste, vous l'appliquez sur les femmes. J'ai mis ici femme sensible qui fait mal ses créneaux et se tape le ménage et les mômes. Ce qui est le cliché assez classique dans nos familles, quoi. On va dire, vous êtes une génération un peu en avance, mais chez mes parents, par exemple, ça reste un peu comme ça dans le milieu, quoi. Bon, on se dit, c'est normal, elle a ça dans la peau. C'est dans la nature des femmes de s'occuper des enfants, et puis elle fait si bien le ménage, comme si vous les femmes aviez un chromosome spécifique du repassage et de la vaisselle, quoi. Et beaucoup d'hommes se satisfont très bien de cette interprétation essentialiste, et je connais des femmes qui se satisfont très bien j'utilise femmes et hommes, mettez toujours des guillemets vu qu'on a déjà défoncé un peu cette question de sexuation, hein. Après, quand vous creusez un petit peu, là, c'est là que vous avez plein de documentation, et depuis à peu près, je dirais, depuis Olympe de Gouges au moins, c'est-à-dire la Révolution française, en passant par Castor, là, le surnom de Simone de Beauvoir, quand elle disait « on ne naît pas femme, on le devient ». Je ne sais pas si vous connaissez le deuxième sexe. Mais après, il y a eu des belles études dites matérialistes sur les conditions socio-économico-politiques qui ont été faites sur les femmes. Je vous encourage à lire notamment Christine Delphi, dont je trouve le travail assez remarquable. Michel Perrault, c'est sur la branche plutôt historique. Elsa Dorlin, il y en a d'autres. Il y a aussi quelques hommes, un peu plus rares, mais il y en a quelques-uns qui sont là et qui méritent d'être creusés et qui expliquent pourquoi en fait elles sont préposées à ces rôles-là, mais qu'il n'y a rien et quand bien même on pourrait, même en creusant, chercher des raisons qui feraient que, vu que l'investissement parental de la mère pourrait avoir un rôle important parce que le bébé est vulnérable et que celle qui l'allait, etc., nos sociétés sont quand même assez élaborées pour compenser ce genre de petits déficits, vous voyez. Et bizarrement, non. Donc je soupçonne une grande partie de la communauté masculine de tirer profit de ça, notamment tirer profit, c'est un des arguments que Delphi développe, hein, tirer le profit d'un travail d'un travail ménager et domestique qui, s'il était salarié, coûterait cher. Voyez, mais qui n'est pas salarié. Donc les femmes au foyer, qui n'ont aucune retraite à la fin de leur vie, hein, elles font un travail qui, s'il était salarié, coûterait cher, quoi. Donc on a l'air de se satisfaire de ça, tous et toutes, malheureusement. Alors il y a quand même pas mal de gens qui râlent maintenant là-dessus. Alors après, j'arrive à la notion de genre. La notion de genre, elle est assez récente, elle a été introduite dans les années 30 sous d'autres noms, mais elle est assez récente, et surtout elle est assez récente sur la place publique. Les gens commencent à s'en emparer un petit peu maintenant. Il faut juste comprendre que chez un individu, prenez un individu, il y a une sexuation, mais je vous ai déjà expliqué que c'était le bordel, d'accord, que c'est organique, chromosomique, génétique, gonadique, etc. C'est le bazar, mais il y a un sexe social. Et la société est construite sur 2 modèles
de sexe social, de genre, si vous voulez. Il y a un genre homme et un genre femme. Et chacun de ces genres a un système de caractéristiques qui sont souvent explicites, parfois implicites. Et alors, explicite, c'est quoi? C'est aller dans un magasin de jouets, vous verrez que c'est assez explicite qu'on attend de la petite fille qu'elle reproduise les gestes de maman, qui elle-même balaye dans la maison et puis fait la cuisine pour le foyer, quoi, si vous voulez. Et puis les trucs implicites, c'est on attend des garçons qui prennent toute la place à la cour de récréation et les petites filles à rester un peu sagement avec leur cahier, à faire des jolis ronds sur le i et bien écrire. C'est pas dit comme ça, mais on s'attend d'une fille une plus grande domesticité. Les travaux de Bourdieu là-dessus, mais pas que, sont assez éclairants, hein. On attend des filles à l'école, par exemple, qu'elles soient plus dociles. C'est ce qui fait d'ailleurs qu'elles sont meilleures à la fin. Elles sont souvent meilleures. Et bizarrement, c'est pas pour autant qu'on les retrouve plus dans les postes à pouvoir. Et il se passe des trucs vraiment étonnants dans cette société. Donc le mot genre, il arrive un peu tard, on va dire, il faut attendre les années 70 pour qu'il soit un peu formalisé comme ça, et qu'il se débarrasse un petit peu de la gangue psychanalytique dans laquelle certaines ont voulu le mettre. Je pense à notamment des auteurs comme Delphi, que je trouve imbuvable et pétri de psychanalyse, que je trouve qui retarde les choses, parce que la psychanalyse, s'il y a bien une discipline qui est genrée, c'est bien la psychanalyse pour le coup, hein. Homophobe et genrée, hein. Alors, j'ai dit à un cours précédent, je le dis pour les copines et copains qui n'étaient pas là, que des travaux sur les attentes stéréotypales dès la plus tendre enfance, mais dès la première journée de vie d'un bébé, elles sont déjà manifestes, elles sont déjà montrées, quoi. Dès 24 heures après la naissance, vous montrez des bébés, vous les présentez comme filles ou garçons, et déjà les comportements des gens envers ces bébés sont différents. L'octave plus élevée, je vous ai déjà expliqué ça, hein. Le fait que la petite fille, si elle pleure, on fait « oh la pauvre » et on la plaint. Si c'est un petit garçon, on dit « oh, il a du caractère, oh, oh, oh ». Et c'est déjà plus du tout la même chose, quoi. Et le rôle des jeux sexués, c'est même la fête. Là, je vous montre un extrait. C'est mon pote Patrick Jean qui a fait ce documentaire qui s'appelle « La domination masculine ». Et dedans, il y a un passage comme ça où est interviewé un monsieur. Mais l'expérience, vous pouvez la refaire vous quand vous voulez, surtout à l'approche de Noël. Là, c'est juste effrayant. Vous êtes dans un magasin de jouets et vous circulez dans les rayons. C'est assez épatant, hein. C'est assez épatant. Il décrypte ça lui-même avec ses mots. C'est pas Patrick Jean que vous voyez. Je sais pas là, si vous voulez des explications en même temps sur les... Parce que là, dans le domaine de l'imitation, vous avez tout ce qui est cuisine. Ça plaît beaucoup. Mais ça, c'est spécialement pour les filles, hein. Donc toujours dans le but que l'enfant puisse imiter maman, ce qu'elle fait toute la journée, en fait. Jamais on a vendu ça pour un petit garçon. Donc les petites balayettes. Donc là, l'imitation d'anciens balais, quand même, on trouve plus ça aujourd'hui. Et donc là, comme à la maison, encore une fois, pour imiter maman... Par expérience, ça on voit tout de suite quand même que c'est un produit qui va plus intéresser les filles que les garçons. Et donc celle-ci, c'est juste des petites figurines, mais par contre elles ont toute une odeur. Donc Charlotte aux fraises a l'odeur de la fraise. Non, c'est aussi chez les garçons, mais c'est pas le même style d'odeur. On va dire que... Enfin là, il y a quelques années, ils avaient sorti un produit en fait où on grattait, et ça avait des odeurs, mais plus des odeurs de poubelle, des odeurs de pied. Et donc ça c'est pour les garçons. Et pour les filles, ça sent la fraise et la rose. Ma belle Ilana me dit bonjour. J'aime mon nouveau rouge à lèvres. Moi. That girl, she's the girl, she's the one gonna change the world. Et enfin là on arrive au déguisement pour les petites filles. Et donc là on est toujours dans les princesses, pour être la plus belle au bal. Et là pour les filles ça tourne quand même généralement autour de ça. Donc princesse, des belles petites robes comme ça. Ça les enfants adorent. Les enfants adorent se déguiser. Chez les garçons, il y a les héros, il y a l'espace, il y a police, cow-boy. Chez les filles, ça reste toujours principalement princesse. Voilà, vu que c'est des princesses, les princesses n'ont pas de pouvoirs spéciaux. Donc voilà, elles se prennent juste pour la plus belle de la soirée. Et elles sont très contentes comme ça. C'est absolument tragique. Et c'est tragique, demain c'est carnaval, vous savez. Et ma gamine, elle a 4 ans, et demain matin, elle va être déguisée. Et pourtant, je peux vous garantir qu'on est dans un foyer qui est plutôt à tendance féministe assez marquée.
On a bien dégenré notre éducation auprès d'elle, mais la société s'est vite hâtée de nous rattraper. Donc même si on reste un havre de paix chez nous, le rose a envahi le monde et la tête de notre gamine. Et donc demain matin, ça a été une négociation assez forte. J'espère pouvoir la déguiser en... Moi je voulais la déguiser en la mort avec une faux en carton. Et puis, mais elle veut être en la Reine des Neiges. Voilà, donc ça va se régler ce soir, tout à l'heure. Je sais pas comment. Peut-être une Reine des Neiges avec une faux. On va trouver une solution. On va trouver une solution, mais... Et son argument, c'est quoi? C'est de dire, mais toutes les copines sont Reine des Neiges. Eh oui. Non, mais elle est bien, la Reine des Neiges. C'est moins pire que La Belle au bois dormant. C'est moins pire. Il y a des gens qui défendent ça, qui disent, ben, même Barbie, ok, Barbie c'est sordide et tout, n'empêche que Barbie, ben, elle a un côté quand même un peu autonome. Alors on peut y voir quand même une sorte de contestation. J'avoue que pour m'être tapé la Reine des Neiges à peu près 50 fois, le caractère libérateur ne m'apparaît pas très fort. Même dans Mulan, pour vous donner un exemple dans Disney, même dans Mulan, il y a une phrase qui m'épate et que ma gamine répète partout, j'ai honte. Elle dit « Je suis forte comme un homme ». Je sais plus quoi, il y a une chanson comme ça, c'est « Forte comme un homme ouais. ». Je vais être comme un homme. Voilà le normativisme latent chez Disney qui est toujours assez prégnant. Donc il y a une sexuation et un sexe social ou un genre. Après il y a des exemples transgenres. Quand on dit quelqu'un qui est transgenre, c'est quelqu'un qui se dit ben, moi je ne suis pas bien dans le genre qu'on m'a associé et donc je souhaite désobéir à ça. C'est-à-dire que je suis une fille, mais je suis phénotypique ou génotypique ou ce que vous voulez, mais je me sens garçon. Et ben voilà, vous pouvez vous dire ben, moi je vais être transgenre quoi. Ça ne veut pas dire forcément changer d'identité sexuelle. C'est-à-dire que vous pouvez vous faire... vous pouvez être... Alors, le mot n'est pas bien choisi. Beaucoup de gens disent transsexuel pour ça. Des gens qui vont changer carrément de sexe. Mais en fait, transsexuel, on a l'impression que c'est une préférence sexuelle. Vous voyez, alors que c'est pas ça. Ça devrait être des gens transsexuels. Il faut inventer des noms comme ça. C'est si vous avez envie de creuser ce sujet-là, on parle des discussions. Les discussions portent sur la transidentité. C'est comme ça qu'on parle, de transidentité. Un garçon qui se sent fille. Moi, j'en connais des deux. Des deux cas. D'ailleurs, imaginez le drame de quelqu'un qui, je sais pas, soit comme moi, c'est-à-dire avec, je sais pas, un comportement hétérosexuel classique, tout à fait banal, cisgenre, voilà, il est comme ça, et puis en fait, il se rend compte toute sa vie, en fait, il se force à être comme ça parce qu'en fait, son corps est comme ça, mais au fond de lui-même, il aurait voulu être femme. Et ses goûts sont dits féminins. Il adore la Reine des Neiges, etc. Et vous voyez le drame qu'il y a. Et on considérait ça pendant très longtemps comme on appelait ça la dysphorie du genre. On considérait que les gens étaient fous, quoi. C'était dans les catégories des psychiatres, quoi. C'était considéré comme une maladie mentale. Mais vous pourriez aussi ne vous reconnaître dans aucun des deux genres assignés et vous inventer vous-même votre propre genre. J'en connais, j'ai bossé sur les Otherkins, c'est des gens qui se regroupent dans des communautés où ils sont mi-humains, mi-animal. Je ne sais pas si vous connaissez ça, des gens qui sont humains panda ou humains corbeau, un peu moins corbeau, humains dragon ou les Otherkins. Vous chercherez ça, ça vous plaira peut-être. Voilà. Alors même dans les pubs où on pourrait se dire tiens il y a un peu de dénonciation, mais en fait vous regardez bien, c'est toujours une réassignation des rôles genrés classiques. Là je vous montre cette pub parce qu'elle m'avait je m'en suis servi plusieurs fois comme travail pratique de décortiquage. You're my strength, you're my pride, you're the apple of my eye, you fill my cup, and I look up to your mother, you're the cream of the crop, you're so kind, you're so sweet, yes you are, you bring out Easy lamb roast is so easy, it turns anyone into a mum. Je passe sur le fait de la consommation de viande qui pourrait être discutable, c'est pas ça le problème, c'est pas ça le propos ici. Il s'agit vous avez entendu ce qu'il a dit, ça transformerait, cuisiner cet agneau-là transforme n'importe qui en une maman. Et en fait, ça dénonce rien. On se dit, tiens, c'est marrant, c'est un peu décalé. Effectivement, il a des comportements qui seraient plutôt associés à un genre féminin, mais au final, ça se transforme dans le rôle d'une maman. Et on garde quand même toujours cette idée que c'est le rôle d'une maman de moucher les gens. Et en fait, il n'y a pas grand-chose de subversif dans ce genre de spot. Ça fait juste marrer
10 secondes, et en fait, quand on réfléchit, ça ne fait pas marrer du tout. Alors, il y a eu quelques révolutions conceptuelles, et notamment en 2010, introduction de la question du genre dans les bouquins d'enseignement à l'école. Et là, ça a été le festival des engueulades. Vous vous rappelez peut-être de ça, hein? Vous avez vécu ça, je pense, au collège lycéen, au lycée, hein, pour les plus jeunes d'entre vous. Enfin non, bah oui, enfin, c'est ça, c'est votre génération, quoi. On invitait les professeurs à saisir l'occasion d'affirmer que si l'identité sexuelle et les rôles sexuels dans la société, avec leurs stéréotypes, appartiennent à la sphère publique, l'orientation sexuelle fait partie, elle, de la sphère privée. Ce qui est déjà pas très clair dit comme ça dans les bulletins d'enseignement. Puis après, vous aviez des pages entières qui étaient consacrées à ça dans les bouquins. Ça, c'est un bouquin Hatier, et j'ai agrandi la phrase. Et c'est là où on voit que même le niveau utilisé par les enseignants n'est pas très bon, quoi. Seul sexe bien établi, le sexe biologique. Alors, moi, je viens de vous montrer le contraire, quoi. C'est pas très clair, justement, le sexe biologique. Mais bon, il nous identifie mâle ou femelle, mais ce n'est pas pour autant que nous pouvons nous qualifier de masculin ou de féminin. Bon, c'est un progrès. On n'est pas encore au bout du truc, mais c'est un progrès, quoi. Oui, il y a déjà eu un début, un progrès. Mais autant vous dire, alors j'ai mis sexe bien établi, je vous ai mis un point d'interrogation pour que vous vous rappeliez que c'est quand même pas si bien établi que ça. Et alors là, ça a été la bagarre générale. Tout le monde s'est frité, tout le monde s'est engueulé, notamment les syndicats et les officines religieuses, hein, qui ont envoyé des lettres aux chefs d'établissement en appelant au discernement. Après, il y a eu des bouquins dits de gauche et des bouquins dits de droite, etc. Il y a eu des députés UMP qui ont demandé au ministre de l'Éducation le retrait des bouquins. Il y a marqué « L'éducation à la sexualité doit avant tout reposer sur une démarche éducative qui répond à la fois à des questions de santé publique et à des problématiques concernant les relations entre garçons et filles, non à des théories fumeuses ». Sous-entendu, la théorie du genre, qui d'ailleurs, je le rappelle, n'est pas une théorie, enfin je ne sais pas si je vous l'ai dit, c'est pas une théorie, c'est une grille de lecture qui est plus pertinente que celle qu'on avait avant et qui sera certainement amenée à évoluer, mais ce n'est pas une théorie à proprement parler au sens épistémologique du terme, hein, ce n'est pas une théorie. Mais ils aiment bien dénoncer ça comme une théorie, comme si c'était qu'une construction mentale un peu molle qu'on pourrait défoncer si elle ne nous plaît pas, quoi. Et je ne sais pas si vous savez, mais il y a 2 ans, enfin, il y a eu une campagne énorme avec de boycott, avec des SMS et tout, des parents qui étaient enjoints à ne pas envoyer leurs enfants en classe pour protester contre la supposée théorie du genre qui allait détraquer les mômes, leur apprendre la masturbation infantile. C'était un grand bazar avec du boycott par des populations souvent musulmanes, parfois chrétiennes, catholiques, peu protestantes, je n'ai pas trop entendu parler.